J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Catherine Procaccia. Bienvenue à vous. Vous êtes sénatrice LR du Val-de-Marne. Également avec nous Loïc Hervé. Bienvenue. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie. J'accueille également Éric Kerrouche. Bienvenue, sénateur socialiste des Landes. Et puis André Gattolin, sénateur à La République En Marche des Hauts-de-Seine. On voit visiblement, André Gattolin, première question pour vous, que c'est ce nouvel article de Mediapart sur l'utilisation de l'indemnité représentative de frais de mandat par François de Rugy qui aurait finalement financé le parti Europe Écologie Les Verts qui a poussé le ministre à la démission. Votre réaction ? Je crois que la situation, de toute façon, ne pouvait avoir d'autres issues que celle-ci. D'autant que, d'une certaine manière, il s'est contredit, puisqu'il a argumenté sur le fait qu'il ne payait pas d'impôts, du fait même qu'il avait des déductions fiscales liées à ses dons aux partis politiques, en l'occurrence Europe Écologie Les Verts, et j'ai cotisé suffisamment de temps pour savoir que c'est un parti qui coûte cher, mais la consigne était donnée de ne pas utiliser l'IRFM, puisque d'une part, c'était déclaré illégal. Il y a une période où certains élus l'utilisait, mais de toute façon, il était impossible de procéder aux déductions fiscales que vous avez sur l'impôt sur le foyer. Donc moi, j'ai toujours appliqué les règles, même à un moment, c'était pas 1200, après l'échec de l'élection de 2012, c'était 1300. Certains députés ont refusé de passer à 1300, dont François de Rugy. Les autres s'y sont pliés. Voilà, la réalité, elle est malheureusement terrible, parce que ça ne change rien à son travail parlementaire, mais je crois qu'on a une obligation, un devoir, et qui plus est, on se revendique de l'écologie et d'une certaine éthique, précisément de s'y tenir très, très rigoureusement. Catherine Procaccia, il n'avait pas d'autre choix. Aujourd'hui, François de Rugy, puisqu'on voit aussi certaines réactions, notamment de la part de Sophie Primas, vous l'entendiez à l'instant sur notre antenne. Elle se dit mal à l'aise finalement avec ce qu'elle appelle une délation médiatique. Ce n'est pas bon pour la démocratie de voir M. Plenel finalement qui décide de qui est bon, qui est mauvais, a-t-elle dit. Elle a raison. Mais il y a quelque temps, c'était le canard enchaîné. Il ne faut pas oublier que les médias, depuis un certain nombre d'années, quand ils décident d'avoir la peau d'un politique, font ce feuilleton en sortant au fur et à mesure, chaque semaine, une information supplémentaire qui, la plupart, s'avère exacte, la plupart du temps s'avère exacte, mais cette information supplémentaire qui fait que la situation devient intenable, que c'est compliqué. Par contre, pour ma part, sauf s'il se sent effectivement très coupable, j'aurais attendu... Il n'aurait pas dû démissionner, c'est ce que vous dites. Les enquêtes de vendredi. Ou alors il est sûr que les enquêtes qui sont menées allaient être à charge. Ce que dit André Gattolin sur l'IRFM est assez parce qu'il n'y a pour l'instant aucune enquête judiciaire. Tous les partis politiques, on nous a toujours dit de ne pas l'utiliser et de ne pas l'éluire. Dans de la tricherie fiscale. Et donc, chaque année, on reçoit un papier en disant « vous êtes bien sûr que ». Donc là, effectivement, quand on veut la transparence, quand on veut laver plus blanc que plus blanc, on ne fait pas de la tricherie fiscale sur des sommes qui finalement sont peut-être pas... Enfin, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'IRFM, on va y venir, Loïc Hervé. Mais c'est ça qui a fait la démission. Exactement, c'est ça qui a provoqué. François de Rugy parle de lynchage médiatique, de tribunal médiatique. Il démissionne, dit-il, pour se défendre. Il a d'ailleurs porté plainte pour diffamation contre Mediapart. Moi, ce que j'observe, c'est que le temps médiatique et le temps politique ne sont pas les mêmes. Et que dans cette affaire, le principe du contradictoire, la capacité pour François de Rugy à produire un certain nombre d'éléments, de pièces, n'a pas suffi. Et l'emballement médiatique, comme on peut le connaître régulièrement au mois de juillet, cette année ou l'année dernière, fait que, je rejoins ce que dit Catherine Procaccia, avec une forme de feuilletonnage de ce qui se passe, et quelque chose qui, moi, me préoccupe de manière importante. Je pense que notre pays doit protéger la liberté de la presse, mais plus que le principe de présomption d'innocence, il y a quand même la question du contradictoire et de la capacité pour une personne, tout ministre d'État qu'il est, à pouvoir se défendre. Il a pris une décision, elle est respectable, et il est le seul juge des conséquences de ce qu'il a fait ou pas fait. En tout cas, ça doit pour nous tous être une leçon. D'abord de tenir nos affaires à jour, y compris quand ça touche à nos frais de mandat. Il faut être très... Je pense qu'il faut que le parlementaire, puisqu'il s'agit de frais parlementaires, doit être lui-même très impliqué et faire preuve de discernement et savoir exactement prendre les décisions qui sont nécessaires, respecter le droit et surtout faire preuve de discernement pour pas qu'on puisse
sortir des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Car ce sont des pratiques anciennes qui sont devenues illégales, Éric Kerrouche, on le disait, depuis l'adoption de la loi de moralisation de la vie politique. Oui, on a abouti. Il y a eu un processus. Il y a eu un processus de normalisation de l'activité politique qui va dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande transparence ou d'une plus grande éthique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la presse, je n'aurais pas des jugements aussi hâtifs que ceux qui viennent d'être posés. Quel est le jugement, justement, puisqu'on a vu tout, la presse, dire l'information a été plus forte que la communication. C'est un communiqué de Mediapart. Dans l'espèce, il y a toujours une liberté de la presse en France. Ça peut ne pas nous faire plaisir, mais elle existe. Et donc, il faut la respecter. Après, la vraie difficulté, c'est que ce qui pourrait être avéré, parce qu'en effet, il faut que ça soit factuellement vérifié, tout ce qui se passe actuellement. Ce qui pourrait être avéré comme un dérapage individuel a des conséquences qui sont collectives. Et ça, c'est une vraie difficulté, parce qu'on passe du tous suspect au tous pourri. Et là, on a un vrai problème. C'est ce que vous ressentez, André Gattolin, justement. C'était difficile dans les circonscriptions pour les parlementaires En Marche ce week-end, justement, de défendre. Oui, pour certains de mes collègues. Enfin, moi, dans les Hauts-de-Seine, on ne m'a pas interpellé sur ces questions-là. Peut-être qu'on y mange plus de homards qu'ailleurs. Non, je plaisante un peu. Rien sur les Hauts-de-Seine. Mais je dis simplement, ça ne me gêne pas que Mediapart fasse son travail, que les médias fassent leur travail. La chose qui me préoccupe quand même, c'est que les informations qui ont été utilisées pour attaquer François de Rugy sont des images qui ont été publiées sur Facebook en février 2018. Pourquoi ? Il faut pratiquement 1 an et demi avant que ces choses sortent. Et ce que je note, c'est qu'on a désormais un feuilleton... Des gens qui se vengent, c'est ce qu'il a dit. Non, je pense que c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire qu'on a un feuilleton tous les étés. Le premier été 2017, c'était Monsieur Ferrand, Bayrou, de Sarnez. L'année passée, c'était... Et Sylvie Goulard. Je termine là-dessus. Par exemple, sur l'affaire Benalla, Le Monde avait les documents depuis 4 semaines. Il a attendu la fin de la Coupe du Monde et le 14 juillet pour lancer un feuilleton à un moment où il y a très peu d'actualité pour faire le buzz tout le temps. Je dis les informations concernant François de Rugy, parce que visiblement il y a des enquêtes, y compris sur l'utilisation de l'IRFM, et il y a 15 parlementaires qui sont concernés. Pourquoi ça sort maintenant alors qu'il y a des éléments qui datent de février 2018 ? J'ai l'impression que certaines personnes s'amusent, et je ne dis pas que c'est quelque chose de national, mais à feuilletonner, parce que l'été, c'est devenu l'été des scandales. Alors c'est plus le sexe à la plage, c'est la politique et les affaires. Bon, bah écoutez, c'est une drôle de façon de gérer le temps. Oui. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté Edoui Pellenel s'exprimer sur cette affaire et expliquer la manière dont il concevait le principe du contradictoire dans cette affaire concernant François de Rugy. Et il expliquait que la rédaction de Mediapart a envoyé un mail à François de Rugy hier soir et qu'il attendait une réponse pour aujourd'hui à 13h. Encore une fois, la liberté de la presse, elle est absolue. Nous devons la protéger de manière... Et Mediapart est libre de publier ce qu'il publie. Dans le cadre du droit, et si François de Rugy veut déposer plainte, il pourra le faire. Il l'a déjà fait visiblement via son avocat. Les tribunaux jugeront, et c'est pas le sujet. Par contre, sur la manière dont les choses se passent, et je mets pas en cause Mediapart, mais je me dis, c'est quand même préoccupant sur cette espèce d'urgence absolue. Alors, bien sûr que l'affaire de l'IRFM pour payer la cotisation d'un parti politique est quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme au droit. Mais est-ce que c'est du niveau d'une affaire d'État ? Vraiment ? C'est illégal, Loïc Hervé. C'est illégal. Auquel cas, c'est aux tribunaux d'en connaître et de juger. Il n'y a aujourd'hui aucune information judiciaire qui est ouverte dans cette affaire-là. Et deuxièmement, sur le temps nécessaire qui doit être celui donné à une personne politique pour pouvoir répondre ne peut pas être inférieur à 24 heures. C'est impossible. Alors, pardon, on va continuer ce débat, mais on repasse par la salle des conférences. Vous le savez, c'est le principe de cette émission. Alexandre Poussard nous attend pour une nouvelle réaction à son micro avec le sénateur LR, Jérôme Bascher. C'est à vous, Alexandre. Oui, Jérôme Bascher, est-ce que cette affaire de Rugy est une affaire d'État ou une simple tempête médiatique ? C'est d'abord une tempête médiatique. Dire que ça déstabilise l'État, non, c'est un député qui a mal utilisé ses frais parlementaires. Aujourd'hui, tout cela est réglé par des textes, y compris votés par cette nouvelle majorité. Donc, quand on a fait une erreur, on paye, c'est normal. Et voilà.
Et alors, est-ce que cette erreur individuelle ne va pas nuire, ternir encore plus l'image de la classe politique et est-ce qu'on va vers le tous pourri ? Alors c'est certain que ça ne permet pas de faire reluire la classe politique. Simplement, c'est un député parmi 500 et quelques, c'est un parlementaire parmi les 900 que nous sommes, donc il ne faut pas généraliser. Je sais bien qu'il y a aussi 15 anciens parlementaires qui ont été déférés devant la haute autorité de la transparence pour la vie publique. Enfin, c'est une quinzaine, il faut voir jusqu'où on ira. Donc, le tous pourri, ça commence à suffire. Il faut surtout s'interroger sur la transparence aujourd'hui. Est-ce que le tout transparent est bien aussi ? Pas forcément. Parce que quand vous voulez vous renseigner, y compris sur des choses un peu difficiles, il faut savoir aussi avoir tous les moyens de la démocratie. C'est ce que fait Mediapart d'ailleurs. Alors justement, à propos de Mediapart, ce site d'information à l'origine de ces révélations parle de victoire de l'information aujourd'hui. Certains opposants à Mediapart parlent de tribunal médiatique. Qu'en pensez-vous ? Alors c'est certain que c'est un tribunal médiatique. Les affaires sont jugées rapidement dans les médias, très lentement par la justice. Souvenons-nous de la désastreuse affaire Fillon, je le dis très simplement, qui a été évidemment exploitée sans doute à juste titre au moment de l'élection présidentielle, mais qui n'est toujours pas jugée dans les tribunaux, quelques années après. Donc il y a un tribunal médiatique. Est-ce que Mediapart, qui a l'habitude de feuilletonner ces nouvelles, y contribue ? Sans doute, mais au départ il y a bien un fait... pas très honorable, on va dire ça comme ça, qui n'est pas forcément délictueux, qui est au moins pas très honorable. Il existe, point barre, pour chercher autre chose. Très bien. Merci Jérôme Bachy. Merci à vous. Réaction. Merci pour cette réaction et on voit à l'instant que le gouvernement, selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, dit ne pas avoir d'indication que des règles ont été transgressées. Éric Kerrouche, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui était hier en Serbie et qui lui a parlé de République de la délation. Écoutez. J'ai demandé au Premier ministre justement d'apporter toute la clarté. Et moi, je ne prends pas de décision sur la base de révélations, mais de faits. Et il y a encore dans notre pays le respect de la personne individuelle, des droits de la défense et de la possibilité de répondre. Sinon, ça devient la République de la délation. Il suffit que je sorte une photographie, je dise deux choses sur vous, sur n'importe qui, et ça devient les 10 petits nègres. Donc, soyons clairs, je souhaite que chacun puisse être respecté, je souhaite que les principes que j'ai posés soient respectés, et j'ai demandé au Premier ministre de procéder en ce sens. Et donc des propositions me seront faites, instruites par les faits. Éric Kerrouche, République de la délation, les mots sont forts. Je pense qu'Emmanuel Macron devrait éviter de s'exprimer au mois de juillet en général. Il y a s'étonner que l'agenda politique et l'agenda médiatique ne fonctionnent pas de concert, ça a toujours été une constante de la démocratie. Maintenant, effectivement, la difficulté pour François de Rugy, c'est pas, et s'il a choisi de démissionner, c'est pas uniquement un aspect des choses qui lui sont imputées, c'est un ensemble d'éléments qui, a priori, l'amènent à, et sans doute en raison aussi de la pression médiatique, il a jugé nécessaire de s'en aller. Pour autant, encore une fois, même si ça ne nous fait pas plaisir, il ne faut pas s'étonner que la presse fasse son travail. C'est un sujet compliqué. Enfin, je rappelle juste que c'est très compliqué de dire aux gens ce que c'est que des frais parlementaires. La plupart des gens n'ont pas ces éléments ou des éléments pour l'appréhender. Faut juste se souvenir que le SMIC horaire, c'est 10 € l'heure et que à la fin du mois, quand on a 1 500 € bruts, qu'on parle de sommes qui sont extrêmement importantes, il y a un décalage. Et donc, ce décalage doit nous amener, et je crois d'ailleurs que ça a été le cas dans le temps, je crois qu'il y a de plus en plus de transparence, mais ce décalage doit nous amener à être particulièrement prudents. Et d'ailleurs, nous avons proposé, nous, groupe socialiste, dans le cadre de la réforme institutionnelle, que l'obligation qui est faite à l'ensemble des parlementaires, députés et sénateurs, ça soit les mêmes pour le gouvernement, le président de la République et les hauts fonctionnaires. Et les fonctionnaires. Je crois que la transparence, c'est un processus. Il n'y aura jamais de transparence absolue. C'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Mais il faut faire attention. On ne peut pas demander aux gens de faire sans cesse des efforts et puis se retrouver, pour certains, et seulement pour certains, à une infime minorité, se retrouver à contrevenir justement à une éthique qui est nécessaire. Ça veut dire quoi, Catherine Procaccia ? Il faut encore plus de transparence, mais peut-être, on le voit, ce besoin, ce désir de moralisation accrue de la part des citoyens ? Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que les faits qui sont révélés,
et en particulier les faits fiscaux, n'ait pas été mis en valeur lors de la nomination de François de Rugy. Il me semble que ce gouvernement a créé la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. Ah, c'est pas ce gouvernement, c'est le précédent. Enfin, avec des règles qui sont de plus en plus strictes, que ce gouvernement fait passer à la moulinette, soi-disant, on attend pendant 8 jours ou 10 jours la formation d'un gouvernement pour savoir s'il est transparent. Je sais, pour avoir entendu le président de la Haute Autorité, qu'en fait, ils n'ont pas les éléments et ils passent par les impôts pour avoir la situation. Donc il y a des améliorations à apporter à ce niveau-là, justement, pour quels sont les moyens de travailler cette on découvre autorité systématiquement pour la après qu'il y a des problèmes, alors que la Haute Autorité a dit c'est bon, vous pouvez embaucher M. de Rugy comme d'autres. Et c'est après que les autres. Les frais de mandat ne sont pas contrôlés par la Haute Autorité à la Transparence de la vie publique. On découvre après qu'ils n'ont pas déclaré des propriétés, qu'ils n'ont pas. C'est pas le cas de François de Rugy. André Gattolin, dévalorisé. Oui, mais il y a quand même énormément de contrôles qui sont faits, et ces contrôles, apparemment, ne sont pas vraiment efficaces. André Gattolin, deux questions. Chère Catherine, on est sur des sujets un petit peu différents. Il y a les contrôles de la Haute Autorité, et puis il y a des choses qui relèvent du contrôle interne et qui sont éventuellement, et c'est le cas d'ailleurs pour 15 parlementaires, députés ou sénateurs, où les dossiers ont été transférés au PNF. D'ailleurs, je m'étonne qu'on n'ait que 3 noms sur ces 15, je ne vois pas pourquoi il y en a 3 qui seraient plus à bannir ou moins à bannir que les autres, et que les autres tiennent silence. Mais là, c'est des contrôles internes, parce qu'il y a une séparation des pouvoirs. Mais quand on nomme un ministre, on doit faire... Oui, mais d'accord, mais sur les frais de mandat, ce n'est pas la Haute Autorité à la Transparence de la vie publique qui est en charge de ça. Je suis d'accord. Parce qu'il y a quand même des choses à améliorer, puisqu'on voit que certains passent à travers les mailles. Oui, mais je crois que dans toute situation, il n'y a pas un métier, je ne connais pas une profession où tout le monde est strictement honnête. Il n'y a que les politiques, quand il y a une ou deux brebis galeuses, et je n'en sais rien précisément pour ce qui concerne François de Rugy, où tout le monde est pourri. C'est ça, cette difficulté. Et je dirais, c'est moins les médias, c'est pas tant Mediapart que les réseaux sociaux. À partir du moment où vous êtes frappé dans votre image, je veux dire, moi, je refuse d'être photographié, y compris dans une soirée privée, avec un verre à la main. Parce qu'il suffit qu'on prenne 10 photos de moi, qu'on les mette une à une à côté, avec un verre à la main, je suis un fêtard et un alcoolique. Voilà la réalité aujourd'hui aussi du fonctionnement médiatique. Encore une fois, c'est pas tout à fait la même situation pour François de Rugy et les dîners. Avec les photos du dîner, des homards, c'est pas des langoustes non plus ou des langoustines. Faut pas non plus. Mais c'était à l'Assemblée nationale avec justement l'argent du contribuable. Oui, mais le mal a été fait en termes d'image. Après, c'est la proportionnalité et la réalité et la justification, même si il apportait toutes les preuves que c'était un réel déjeuner de travail et qu'il n'a pas coûté si cher que ça. De toute façon, il est mort publiquement. C'est ça la difficulté, c'est ce jeu de l'image. Loïc Hervé, allez-y. Et c'est pour ça que... Moi, je voudrais dire, dans le prolongement de ce que Éric Kerrouche a pu évoquer tout à l'heure, que pour les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi, qu'on explique en 2 mots ce à quoi les parlementaires, depuis quelques mois, années, sommes désormais soumis en termes de transparence, puisque c'est ça, et de contrôle. L'intégralité des dépenses de l'ex-IRFM devenue avance pour frais de mandat est renseignée dans un logiciel, l'intégralité dans un logiciel, et ces données-là sont soumises à des contrôles réguliers au Sénat de la part de l'Ordre des experts comptables qui permet de regarder dans le détail la nature des frais qui ne doivent être évidemment que des frais liés strictement au mandat parlementaire. Et si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ces frais ne doivent être remboursés au Sénat. Il faut le dire comme ça parce qu'on a l'impression que cette IRFM, qui dans le passé a pu être une enveloppe qui n'était pas soumise à ce type de contrôle, que le Sénat, entre l'affaire Cahuzac finalement et puis l'arrivée, la loi Bayrou si on veut, entre les deux, il y avait déjà eu des règles qui avaient été faites et ces règles ont été encore renforcées avec la nouvelle législature depuis 2017. Et moi je pense qu'il faudrait qu'on ait une forme de pédagogie à la fois sur la nature, c'est vrai, chers collègues, des frais parlementaires, sur ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, des frais de permanence, de communication, de réception parce que nous recevons des groupes et des citoyens ici dans cette maison. Et donc dire qu'il y a eu des progrès considérables qui ont été faits et aujourd'hui on est déjà dans un environnement extrêmement normé. On cite souvent en exemple les pays nordiques. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Éric Kerrouche, justement, s'aligner sur cette transparence accrue de nos voisins? Alors,
Imaginons qu'il y ait une transparence complète. Les citoyens vont pouvoir regarder l'ensemble des dépenses. Et il arrive que, par exemple, notamment en Angleterre, on demande aux députés, mais vous êtes allé dans ce restaurant et pas dans celui qui est à 200 mètres alors que c'est moins cher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura jamais, il ne peut pas y avoir de transparence parfaite et absolue. C'est très difficile à réaliser. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est être sûr que l'ensemble des éléments puissent être apportés et contrôlés. Et je crois qu'on est là dans ce processus. Mais il y a une sensibilité particulière à notre situation parce que nous sommes payés par de l'argent public. Les fonctionnaires aussi, on ne les contrôle pas autant. Oui, il faut le dire aussi. Non, mais je l'entends, mais en tant qu'élu de la République, il y a une sensibilité particulière sur nos cas individuels. Alors on peut le regretter. Avec un devoir d'exemplarité, de déontologie. Il y a eu des avancées. Peut-être plus important que chez les fonctionnaires. On va continuer ce débat à mon retour de salle des conférences avec vous, Alexandre Poussard, avec Didier Rambaud, sénateur à La République En Marche de l'Isère. Oui, Didier Rambaud, est-ce qu'il faut renforcer l'exemplarité et la transparence de la classe politique ? Écoutez, il me semble que depuis 1 an et demi, une loi a déjà été votée qui dit très précisément les choses. Donc aujourd'hui, me semble-t-il, ne serait-ce qu'à travers l'utilisation de nos frais de mandat, il n'y a aucun souci pour être transparent. Tout euro dépensé dans le cadre de cette avance pour frais de mandat doit être justifié. Donc je ne vois pas aujourd'hui quel est le problème. Le système actuel empêche ce qui est reproché à François de Rugy, à savoir d'utiliser ces indemnités de frais de mandat pour financer un parti politique et faire une double défiscalisation. Parfaitement, c'est strictement impossible. Encore une fois, je le dis aujourd'hui, tout euro dépensé doit être justifié et dans le cadre effectivement d'un référentiel et qui interdit effectivement de payer des cotisations à un parti politique. Alors Emmanuel Macron avait entamé son quinquennat avec une loi de moralisation de la vie politique. Est-ce que cette affaire de Rugy, ce n'est pas l'échec d'un nouveau monde un peu moralisateur ? Pourquoi l'échec ? Au contraire, il a très bien fait de légiférer, d'inciter à aller dans ce sens-là. Ce qui est reproché aujourd'hui à François Rugy, ce sont des faits qui remontent avant cette loi. Donc, quel était le règlement en 2012, 2013, 2014 ? Moi, je n'étais pas parlementaire à l'époque. Bon, je trouve que c'est un petit peu facile. Je veux bien qu'on aille chercher, alors effectivement, la manière dont tous les parlementaires utilisaient leur IRFM il y a 15, 20 ans, 10, 15, 20 ans. On aurait de grosses surprises. Très bien. Merci beaucoup Didier Rambaud pour votre réaction. Merci beaucoup Alexandre pour cette nouvelle réaction. On le disait, François de Rugy, numéro 2 du gouvernement, ministre d'État, ça fragilise forcément Emmanuel Macron, Catherine Procaccia. Oui, je pense que ça fragilise Emmanuel Macron et le gouvernement et les ministres quels qu'ils soient, puisque c'est hélas pas la première affaire que nous avons avec des ministres. Mais moi, j'ai aussi lu que Emmanuel Macron, dès le début de l'affaire, entre guillemets, de Rugy, avait déjà dans l'intention de changer de ministre de l'écologie. Et donc, il a démissionné. A-t-il été poussé ? Qui va-t-il nommer ? On a évoqué dans la presse ou dans les indiscrétions un certain nombre de noms. On va voir qui il va nommer. Mais ce n'est pas tenable non plus. Enfin, c'est pas tenable pour le ministre. C'est pas tenable pour celui qui s'est fait le chantre de la transparence et de l'exemplarité, d'avoir des affaires qui quasiment tous les 3 mois ou tous les 6 mois sortent sur un ministre ou sur un autre. C'est un coup dur aussi pour l'écologie. Ce ministère apparaît comme sinistré. On se souvient de la démission de Nicolas Hulot, André Gattolin. Oui, c'est un ministère qui connaît un turnover incroyable. Déjà, sous François Hollande, on changeait de ministre de l'écologie où ça démissionnait à tour de bras. C'est pas un gros ministère en termes de budget et d'administration. Moi, je suis pas inquiet sur la gestion de ce ministère. Outre qu'il y a une ministre des Transports de plein titre et qui est compétente, il y a 2 secrétaire d'État à l'écologie. Connaissant un peu Emmanuel Macron, il n'aime pas réagir à chaud. Il y aura vraisemblablement un remaniement en octobre prochain, puisqu'un certain nombre de ministres veulent se porter candidats
au municipal et de ce fait devront démissionner, je pense qu'on va être dans une gestion du ministère. On l'a vu, Emmanuelle Wargon, et elle connaît très bien ces dossiers, capable de... Parce qu'il y a urgence, il y a des dossiers quand même très importants, on le disait, en matière d'environnement. Bien évidemment, mais je dirais, le ministre, en l'occurrence, est plus un symbole. On a eu des volontés d'avoir des ministres écologistes ou issus de cette famille-là. Et quand on voit le score aux européennes, on comprend que la crédibilité du gouvernement a aux yeux de l'opinion un manque à la matière, parce que les écologistes qui étaient à 3% il y a un peu plus d'un an font 13,5%. Ça veut dire que peut-être on a loupé quelque chose dans la matière. Donc il faudra sans doute trouver une figure de l'écologie pour incarner ce ministère. Mais pour autant, vous avez une préférence, une idée, vous, André Gattolin ? Moi, je vais vous dire bêtement, j'aimerais bien que ce soit une femme ministre. Voilà. Je pense qu'il y a des personnes très compétentes. Je ne vais pas citer de noms. Non, mais enfin, il y a quelques noms qui ont été avancés. Audrey Pulvar, par exemple, son nom ressort ? Oui, enfin, je ne suis pas persuadé que le journalisme soit la meilleure formation pour devenir ministre. Il faudrait peut-être qu'on arrête le mélange people et politique. Je pense qu'il faut des gens qui travaillent, qui ont des compétences, qui ont participé à des grandes négociations internationales, si vous voyez ce que je veux dire. Éric Kerrouche, on le disait, c'est un coup dur pour l'écologie aussi, avec ce texte qui arrive au Sénat, qui n'est plus porté par un ministre d'État sur le projet de loi énergie-climat. Comment vous dire, c'est un mauvais concours de circonstances. Mais à part ça, la vraie difficulté, c'est que c'est vrai qu'en quantité, ce n'est pas un ministère important. J'allais dire, il n'en demeure pas moins que le ministère de l'écologie a désormais une charge symbolique extrêmement forte, et que depuis le début du quinquennat, on a un petit souci en la matière, comme on en a eu à autres. Parce que si on a eu des feuilletons les années précédentes, c'est qu'il y avait de quoi faire des feuilletons aussi. Et c'est ça aussi la difficulté. Parce que bon, on parle des repas, de François de Rugy, mais il y en a eu d'autres à Bercy pendant l'ancien quinquennat, en fin de quinquennat, si vous voyez ce que je veux dire, et on pourrait rebondir sur cet ensemble. C'est difficile de s'afficher. C'est difficile. Tout ce qu'on veut. C'est difficile. Oui, mais droit dans les alors, yeux. Voyons les bons côtés. Voyons les bons côtés. Problème récurrent à toute la classe politique, disons-le. À certaines personnes de la classe politique. On est d'accord. Et voyons les seuls bons côtés que je vois, c'est que à la suite de ces révélations, je crois qu'il y a eu une prise de conscience collective et il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises depuis une dizaine d'années par l'ensemble des gouvernements pour renforcer la transparence. La vraie question, c'est on pourrait sans doute s'éviter les chaos sur la route avec certains. On est bien d'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le vrai problème, c'est pas une personne individuellement, c'est l'effet sur tous les autres. Et on a l'impression que... Vous l'avez ressenti, vous, Éric Kerrouche, cet effet, notamment dans votre circonscription, tout ce pourri que vous décriviez tout à l'heure ? Pas pour l'instant. Enfin, on me l'a pas dit en face à face, mais néanmoins, c'est une évidence. Il suffit de discuter. J'en ai entendu parler. Je mangeais hier, j'en ai entendu parler à la table à côté. Donc, on fait plein d'efforts. On fait plein d'efforts. C'était un sandwich au thon. On fait quand même des efforts. On fait quand même des efforts. Et ce qui est un petit peu pénible, c'est de voir que tout ce qu'on a réussi, le tas de sable qu'on a réussi à accumuler pendant un moment, sur une affaire, il se fait volatiliser et on oublie les efforts qui ont été faits. Et ça, c'est vraiment ça qui est regrettable. Loïc Hervé, est-ce que ça fragilise aussi la politique en matière d'environnement du gouvernement ? Moi, je considère que ça nous fragilise tous. Et j'irai dans le sens d'André Gattolin. La question écologique, la question de la transition, la question des conséquences palpables du changement climatique sont des questions qui préoccupent beaucoup nos compatriotes, qui préoccupent aussi, notamment les jeunes de manière considérable. Et la manière dont on peut incarner au sein de l'exécutif cette capacité à tenir un discours et à lancer sur le long terme forcément des actions qui vont modifier durablement même le fonctionnement même de notre économie et de la société française. C'est vrai que c'est un coup dur, un nouveau coup dur pour ce ministère qui est fâcheux. Donc moi je souhaite qu'à la rentrée le président de la République trouve les moyens de nommer quelqu'un qui permette au moins d'aller jusqu'à la fin du quinquennat, c'était en 2022, et de permettre d'accompagner tous ces changements majeurs pour notre pays.
Catherine Procaccia, le mot de la fin justement avec vous. On le disait, cette politique du gouvernement, il tentait justement de décréter l'urgence climatique à travers ce projet de loi discuté cet après-midi dans l'hémicycle. Il y aura aussi le projet de loi sur l'économie circulaire qui arrivera. La loi anti-gaspillage. Alors on sait que c'est Brune Poirson qui le porte, ça sera en septembre si elle est encore là, parce qu'avec tout ce qui se passe au ministère de l'écologie, on peut toujours se poser des questions. Oui, il y a un certain nombre de textes, et le texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale, le Sénat n'a quand même pas eu beaucoup de temps pour l'analyser. Sophie Primas en parlait tout à l'heure. Il y a quand même des choix considérables par rapport au nucléaire, par rapport au charbon, par rapport à l'hydraulique et autres, et les énergies renouvelables. Et je ne mets pas en cause les compétences de la secrétaire d'État qui va défendre, mais c'est vrai que quand il n'y a pas le ministre qui l'a porté, mais nous avons connu par le passé des dossiers où en cours de débat, le ministre changeait. C'est arrivé à la culture notamment. C'est arrivé c'est arrivé aux finances et autres. Et comme les dossiers sont quand même hyper bien préparés par l'administration, eh bien, il y a une continuité par rapport aux réponses. Bon, par contre, après, quel va être le poids du ministre ou du secrétaire d'État qui va suivre ce dossier par rapport à un texte qui sortira du Sénat forcément différent de celui de l'Assemblée nationale. Ça, à mon avis, c'est une autre histoire. Bien, merci à vous, Catherine Procaccia. Merci André Gattolin. Merci à vous, Éric Kerrouche. Merci Loïc Hervé d'être venu sur ce plateau. Et s'il y a un dossier